Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Volvo EX30, le nouveau petit SUV 100% électrique de la marque suédoise. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Volvo EX30 est le cousin du Zeekr X, dont je vous invite à aller voir l'essai, ou encore de la Smart #1. Il s'agit en fait de 3 SUV basés sur la même plateforme qui appartient au constructeur chinois Geely. Le Volvo X30 est un peu plus court que la Smart #1 puisqu'il mesure 4,23 m de long pour 1,84 m de large et 1,55 m de haut. Donc on va trouver sur ce modèle soit un, soit deux moteurs selon les versions. La version à un seul moteur que nous essayons ici reçoit donc un bloc synchrone à aimant permanent situé à l'arrière. Il s'agit d'une propulsion qui offre 272 chevaux pour 343 Nm de couple. Et la version 4 roues motrices reçoit deux moteurs qui offrent une puissance cumulée de 428 chevaux. Sur la version 2 roues motrices, on peut avoir deux types de batteries. Soit la batterie d'entrée de gamme LFP qui va offrir une capacité totale de 49 kWh net, ce qui nous fait 51 kWh brut, ou une grosse batterie, comme sur cette version Extended Range, batterie de type nickel manganèse cobalt, qui elle offre 69 kWh de capacité brute, ce qui nous fait 64 kWh de capacité nette utile. Donc c'est exactement la même chose que sur le Zeekr X. Le modèle que nous essayons aujourd'hui est en finition haut de gamme ultra, avec de magnifiques jantes de 19 pouces, ainsi qu'un toit vitré panoramique en série. La peinture bleu nuage métallisée est en revanche facturée 1 000 € en option. Et si vous voulez des vitres arrière surteintées, il vous en coûtera 470 €. À l'arrière de ce X30, vous voyez qu'on a un essuie-glace. Quant au coffre, qui s'ouvre électriquement, du moins sur cette finition haut de gamme ultra, eh bien on va avoir 318 litres, dont 61 litres de double fond. Donc ça reste quand même un petit coffre, comme la Smart, comme le Zeekr X. C'est un peu creusé derrière les passages de roue tout de même. Et puis on peut rabattre la banquette en 2 tiers, 1 tiers, mais on va dire que ce n'est pas un volume de grande familiale. Et à l'avant, on a un tout petit coffre qui fait seulement 7 litres, mais qui est quand même très pratique pour pouvoir ranger son câble de type 2. À l'arrière de ce Volvo EX30, eh bien l'habitabilité est quand même comptée, puisqu'on a 10 cm d'empattement en moins par rapport à la Smart #1, et on n'a pas de banquette coulissante malheureusement. Donc vous voyez derrière un gabarit similaire au mien, 1,77 m, l'espace aux genoux est un peu juste, en plus les genoux sont assez hauts par rapport aux fessiers, et on n'a pas de tunnel central trop imposant, donc on pourra tenir à 3 en se serrant bien puisque la largeur au coude est quand même limitée. On n'a pas d'accoudoir central, en revanche l'avantage c'est que ça c'est bien mou. Puis on a de la luminosité grâce au toit vitré panoramique. Heureusement qu'il est là, puisque pour la garde au toit c'est un peu juste aussi. On a 2 petites prises USB-C là, petite boîte ici, aumônière, rangement pas immense mais présent, donc on a ce qu'il faut je dirais en termes de rangement. C'est juste que, bon, ça reste une petite voiture. Regardons les vitres, j'aime bien. Donc les boutons sont ici et ça descend jusqu'en bas. Donc on est quand même un petit peu content. Passons à l'avant. Et nous voici aux places avant où on trouve un design très original sur cette Volvo EX30. Vous noterez qu'on n'a pas d'instrumentation, ça c'est vraiment dommage. Donc la vitesse va s'afficher ici exactement comme dans une Tesla. Ici on a une texture particulière qui est assez agréable, c'est légèrement rembourré. Là vous voyez la barre de son qui va faire office de chaîne hi-fi. Ici on a un matériau qui fait très recyclage, mais c'est du rigide. Là on n'a pas de boîte à gants en fait. La vraie boîte à gants se trouve ici. Voilà, donc elle n'est pas très grande mais accessible. Là vous voyez le rangement central qui est plutôt bien fait, partitionné avec antidérapant au milieu, donc ça c'est bien, et 2 petites prises USB-C. Là, chargeur à induction, encore une fois on est sur une finition haut de gamme. Et là, vous voyez les contreportes qui sont très profondes, pas très larges, mais rembourrées jusqu'au bout. Ici, une petite boîte, vous voyez, amovible avec porte-gobelet, antidérapant au bout, donc ça c'est vraiment bien. Là, les boutons de lève-vitre, donc qui sont centrés, on n'en a pas sur les contreportes comme vous pouvez le voir. Un accoudoir qui n'est malheureusement pas ajustable en profondeur. Alors ici on voit les espacements de carrosserie, ce qui est un peu dommage. Maintenant les joints sont quand même bien faits. Les poignées de porte originales. Vous voyez ici les charnières de porte qui sont bien retenues comme sur la Smart et le Zeekr X. Avec un bruit de portière tout à fait
valorisant. Là, vous voyez les rétros, assez originaux. Même chose pour le rétroviseur central. Là, un miroir de courtoisie, mais sans éclairage. Sur notre modèle d'essai, on trouve une sellerie Céleste en option à 1030 €, qui est très confortable, qui offre assez peu de maintien, mais des réglages électriques côté conducteur et passager. La fonction chauffante est quant à elle facturée 360 €. Le système multimédia repose donc sur cette tablette en position verticale de 12,3 pouces. Elle fonctionne sous Google Android. Donc là, vous voyez, on a Google Maps. Donc bien sûr, on a un planificateur d'itinéraire et un assistant vocal Google. Quand j'appuie ici, je reviens au menu principal, vous voyez, avec des applications directes. Donc on peut enregistrer son compte Waze, son compte Google, sans pour autant utiliser son smartphone. On bénéficie d'Apple CarPlay, Android Auto sans fil également. Donc quand j'appuie ici, vous voyez, j'ai accès au réglage direct du véhicule avec des petits raccourcis. Et là, ici, c'est des raccourcis paramétrables via ce bouton sur le volant. Donc je peux choisir de couper l'aide à la conduite ou de me mettre en conduite one pédale, donc freinage régénératif maxi, ou l'avertisseur de limite de vitesse qui a été déconnecté ici sur cette présentation. Et vous noterez qu'on a également un capteur ici qui surveille le conducteur et qu'il faudra pouvoir déconnecter aussi parce que c'est extrêmement pénible. Là, on a accès au réglage de clim. Là, vous voyez, on a un système de filtre à charbon actif. Ici, les paramètres de la voiture. Donc là, on va intervenir sur les aides à la conduite, tout ce qui concerne la recharge. On a bien sûr une application pour smartphone pour pouvoir préchauffer ou refroidir son habitacle. Donc c'est assez fluide, bien fait. Maintenant, j'ai quand même une préférence pour l'ancien système qu'on avait sur le XC40, qui était certes plus petit, mais pour moi plus fonctionnel, plus facile d'accès et surtout doublé d'une instrumentation. Là, ça manque vraiment et ça, c'est dommage. Donc, on va régler son siège. On n'a qu'une seule petite molette, donc ça, c'est quand même pratique et assez ergonomique, je trouve, les réglages de siège. Mais on peut pas incliner l'assise, ça, c'est dommage. Donc là, vous voyez, j'enregistre mon réglage et je passe en marche arrière. Donc là, j'ai la caméra à 360 qui est réservée à la finition haut de gamme ultra également. On a également un système de parc assist automatique et on est parti. Donc, je vais faire ma manœuvre jusqu'au grillage. Là, on va voir si ça bip. Voilà, ça bip en plus. Je repasse en marche avant. Donc le commodo, vous voyez, avant-arrière, c'est ici. Et c'est parti. Donc on profite d'être sur un SUV qui a une garde au sol de 17,7 cm pour pouvoir évoluer en touche-main comme ceci. Là, vous voyez, il y a une grosse saignée, mais ça me gêne pas. Je peux grimper dessus. Ça, c'est quand même un avantage. On a un véhicule qui est quand même peu encombrant et en même temps qui va pouvoir s'affranchir des dodanes. Ils annoncent 10,6 mètres de diamètre de braquage, donc c'est pas mal aussi. Entre trottoirs, bien sûr. Donc là, je fais stop et vous voyez, elle s'arrête complètement au stop. Donc on a un système qui permet vraiment de se passer de la pédale de frein. Alors là, au niveau de la direction, c'est très léger. Au niveau de la visibilité, vers l'arrière, c'est pas mal, même si les appuis-têtes ne se rangent pas comme dans un XC40. On voit quand même ce qui se passe. Les montants 3/4 arrière sont assez imposants, mais les rétros suffisent. Le clignotant est très discret, on l'entend à peine. Alors pour enlever l'alerte de vigilance conducteur, il faut aller dans les sous-menus et appuyer là, désactiver. Ça, c'est dommage qu'on n'ait pas un raccourci pour ça en plus. Ça viendra peut-être ultérieurement, puisque l'avantage de ces véhicules électriques, c'est qu'on peut faire des mises à jour en continu et à distance. Donc encore une fois, je suis pas très fan de l'ergonomie. Autant j'adore l'ergonomie d'un XC40, autant là, je le trouve plus compliqué que la Smart ou le Zeekr. Donc là, je vais enlever le One Pedal Drive pour voir ce que ça donne. Je vais lever le pied. Voilà, ouais, là, elle est en roue libre. Hop, j'ai pris le ralentisseur, assez méchant. Et la voiture l'a plutôt bien absorbé. Maintenant, on n'a pas de suspension pilotée, donc on a des réglages qui sont, je dirais, relativement fermes pour une Volvo, mais qui sont pas non plus cassants. J'accélère. Alors, ils annoncent un 0 à 100 en 5 secondes 3, ce qui est mieux que le Zeekr X ou la Smart. Alors en termes de comportement, je dirais que c'est pas sportif parce que ça reste un peu souple en appui. Maintenant, ça se vautre pas pour autant.
C'est bien équilibré, donc ça peut se permettre d'être un peu souple, comme on a la batterie dans le plancher. En comportement, le ESP intervient vite, c'est une propulsion. Et vous voyez, hop, c'est plutôt bien guidé, ça motorise bien. On a l'ESP qui intervient relativement tôt, donc je dirais que c'est sécurisant, faute d'être extrêmement précis au niveau des commandes, puisque la direction reste quand même très artificielle. Et au niveau de la pédale de frein, eh bien, c'est assez progressif. Allez, maintenant, un bout d'autoroute. Donc là, on peut accélérer à fond pour s'insérer. Voilà. On va pas dépasser les 110. D'ailleurs, c'est 100 km/h ici. Donc, on va rester à 100 km/h. C'est très bien. Pour ce qui est des aides à la conduite, quand on est sur un modèle Ultra, évidemment, on a toutes les aides qui vont bien. L'aide au maintien de ligne, le régulateur de vitesse actif, etc. Et ça, c'est à partir de la finition intermédiaire. Si vous avez un modèle d'entrée de gamme, vous n'aurez pas l'aide au maintien de ligne. Vous n'aurez que la correction de trajectoire. C'est quand même bon à savoir. Et vous ne pouvez pas l'avoir en option parce qu'il y a très peu d'options sur cette voiture. Pour ce qui est de l'insonorisation, eh bien c'est pas mal. À 100 km/h, c'est même silencieux. On n'a pas trop de bruit d'air. On entend un petit peu les bruits de roulement. Maintenant, dès que vous allez être à 120-130, là, les bruits aérodynamiques seront quand même un peu plus sensibles. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de double vitrage, contrairement à des modèles Y ou des SUV, on va dire, de la gamme supérieure. Là, on est sur un vitrage simple, c'est pas du vitrage feuilleté. Concernant la consommation, eh bien, on va avoir un bilan comparable à celui de la Smart. C'est-à-dire que là, si je regarde l'ordinateur de bord, qui est pas évident à trouver, il faut appuyer sur la petite voiture, ensuite statut voiture, ensuite information sur votre trajet, voilà. Donc là, ça m'a bien déconcentré. Heureusement que j'ai eu l'aide au maintien de voie. Il m'indique 18,7 sur un parcours de 100 km, sachant que j'ai pas trop forcé, j'avais fait du 18,6 sur la Smart. Donc c'est équivalent, ça veut dire qu'on aura une autonomie moyenne d'environ 340 km. Et si vous faites de l'autoroute à 130, eh bien il faudra recharger, je dirais, tous les 280 km à peu près, si vous roulez vraiment à 130. Donc je dirais que c'est dans la bonne moyenne de la catégorie. Il faut dire qu'on a une batterie de bonne capacité. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne en recharge. Et nous voici sur une station de charge Ionity où notre Volvo X30 peut recevoir jusqu'à 175 kW de puissance de charge, ce qui lui permet de faire un plein de 10 à 80% en moins d'une demi-heure, ce qui est dans la très bonne moyenne de la catégorie. Il intègre également un chargeur embarqué de 22 kW, ce qui permettra de faire un plein en 4 heures sur une borne AC, donc en courant alternatif. Ça, c'est très bien aussi, même si le chargeur 22 est réservé au modèle haut de gamme que nous avons ici. Sur les modèles d'entrée et de moyenne gamme, vous n'aurez que du 11 kW, mais c'est pas mal quand même. Concernant les tarifs, ce Volvo X30 est accessible à partir de 37 500 €, hors bonus bien sûr, il n'en aura certainement pas puisqu'il est fabriqué en Chine, mais 37 500 €, c'est vraiment un tarif canon. Alors attention, c'est pour le modèle d'entrée de gamme avec une petite batterie de 51 kWh. Si vous voulez un modèle comme celui-ci, Extended Range, il faudra prévoir 45 000 €, à partir de 45 000 €. Donc, on est à peu près 1 500 € de plus qu'une Smart #WAD Premium. Et sur ce modèle essayé, c'est-à-dire ultra haut de gamme, on est à 47 950 € avec une garantie 3 ans ou 100 000 km. Donc, c'est pas donné, mais c'est quand même relativement bien placé, surtout pour une Volvo. Même si c'est un peu plus cher que la Smart, ça reste pas mal pour un petit SUV électrique de 272 chevaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, pouce, commentaire, tout ce que vous voulez. Au revoir.